Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Aujourd'hui, je vais vous présenter Carl Lemieux, un être fascinant, psychologue qui, à un moment de sa vie, a décidé de cheminer vers la pleine conscience en organisation. Alors, Carl va nous raconter son histoire. Carl, merci d'avoir accepté mon invitation. De cette belle invitation. Oui. Plaisir d'être ici. Alors, parle-nous de ton cheminement. Bon. Un peu classique. Je suis classique. Je viens d'une famille très jeune. Je suis devenu observateur de l'être humain. Donc, très, très jeune. Mon père était alcoolique, qui était assez fréquent à l'époque, malheureusement. Et ça m'a mis dans une posture d'observateur. Donc, très jeune, j'étais fasciné par l'être humain. Qu'est-ce qui le motivait, qu'est-ce qui lui apportait à faire les comportements qu'il avait, etc. Donc, je me suis dirigé vers la psychologie, naturellement. Mais en même temps, c'était la psychologie appliquée au travail, parce que à l'époque, très honnêtement, 20 ans, je me trouvais trop jeune pour venir en aide aux gens. Je me dis, qui suis-je, moi, pour être un psychologue, aider les gens à se sortir de situations difficiles, alors que moi-même, j'étais... Tu avais quel âge à cette époque, alors? 20, 22 ans. Quand j'ai choisi d'aller en organisation, c'était plus 22 ans. Je croyais devenir psychologue clinicien, mais je trouvais que je n'avais pas assez d'expérience de vie. Pour moi, tu ne peux pas aider des gens. Non, quand tu es trop jeune. C'est ça. Je n'avais pas de vécu moi-même. Donc, je me suis dirigé vers l'entreprise. Et là, on va passer le fil. On va se ramener presque 30 ans plus tard. Donc, pendant 30 ans, j'étais les organisations, à les réorganiser, à former des leaders, à faire du travail assez classique de consultant, de psychologue du travail. Mais moi-même, j'étais pris par l'engrenage. Donc, d'élever des enfants, je voyageais beaucoup pour le travail international, dans les avions, et j'étais moi-même épuisé. Donc, j'ai vécu, encore une fois, malheureusement un peu trop classique, à la quarantaine, un divorce, un renouvellement de ma vie, de ma carrière et tout. Et c'est là que j'ai commencé à moi-même être en quête de regard sur moi-même. Oui, mais je dirais que c'est souvent vers la quarantaine qu'il y a toujours classique. Une grande, entre 40 et 50, une grande remise en question. Oui. Ouais. C'est normal, parce qu'on élève nos enfants. Ouais. Donc, les obligations familiales sont bien entamées. Ouais. Et on peut commencer à se poser des questions qui, jusqu'à ce point-là, on n'a pas l'occasion de se poser. Sur soi-même et sa propre évolution. Alors, que s'est-il passé à ce moment-là? D'ailleurs, je m'en souviens. J'étais sur une plage en Grèce, la plage Noire, je m'en souviens très bien. Et je lisais un livre par un économiste, parce que j'étais plus en business dans ce temps-là, qui écrivait que le bonheur était tout simplement corrélé aux gens qui t'entourent. Et ça m'a fasciné. Mon bonheur est finalement symptomatique des gens qui m'entourent. Et c'était pas suffisant pour moi. Je trouvais ça un peu... Je voyais de la valeur. Puis d'ailleurs, je revenais à ce moment-là, non, pas, ça faisait déjà plusieurs années, mais j'avais passé 2 ans dans l'Arctique, dans un petit village inuit où je gérais le système de la santé là, pour le nord du Québec. Et effectivement, j'étais très heureux là, parce qu'en quelque part, j'étais, je veux dire, comme je le vivais, j'étais très influent. J'avais la carrière du village, etc. Donc, mais c'est une fausse perception du bonheur. C'était un bonheur qui était éphémère. Parce que lorsque je suis revenu de mon petit village dans la grande ville, là, les crises existentielles sont venues. Donc, c'était pas un bonheur qui était bien ancré. C'était un bonheur qui était conditionnel dans l'environnement dans lequel j'étais. Donc, cette première réponse au bonheur, que je suis aussi heureux que les gens qui m'entourent, ne me satisfaisait pas. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est là que j'ai continué à étudier. Là, je suis retourné, j'ai fait les classiques, j'ai passé beaucoup de temps dans toutes sortes de formations aux États-Unis, à Bali, en Inde, au Népal, tous ces lieux de pèlerinage assez typiques, mais des lieux profonds, où j'allais faire des retraites, où j'ai commencé à faire des retraites de méditation, où tu médites, tu te réveilles à 4h30 le matin, tu médites toute la journée pendant 10-12 heures, tu fais ça pendant 10-14 jours, donc veux pas, tu commences à aller découvrir l'être humain avec une profondeur qui est autre que celle que j'avais appris jusqu'à ce moment-là. Ouais. Donc, je dirais que c'est là que ça a commencé, où j'ai commencé à me découvrir moi. Alors, c'est le fameux Vipassana.
Maintenant, je dirais que tout le monde ou n'a pas les moyens de caractère, s'ils veulent changer leur vie, d'aller là. Non. Dans quel sens tu dirais que toi, ça t'a vraiment aidé? C'était le constat, et c'est le classique, là, c'est le classique quand on commence à faire de la pleine conscience, c'est le constat qu'on n'est pas nos pensées. Et je dirais que c'est ça qui a déclenché. On est le résultat de modèles mentaux. On est le résultat de ce qu'une culture nous suggère qu'on doit être. On est le résultat, très honnêtement, de nos petits et nos grands traumas qu'on a vécu toute notre vie. Et rapidement, ces croyances, ces pensées figent une identité. Elles figent un ego qui cherche à se protéger pour le restant de notre vie. Donc, on tombe dans des patterns, on tombe dans des façons d'être où on est essentiellement en train de se protéger. Et le cerveau était conçu, d'un point de vue évolutionnel, d'un point de vue darwinien, pour survivre, pas pour prendre de l'expansion, pas pour aller chercher la meilleure version de soi. Alors, c'est lorsque tu fais cette introspection personnelle que tu commences à observer tes pensées, que tu commences à observer le dialogue intérieur qui nous alimente. Et que tu réussis aussi à te distancer un petit peu de tes pensées et que tu découvres que tu n'es pas tes pensées. Exactement. Ouais. Donc, c'est ce qu'on parle de passer d'un sujet qu'on est, c'est-à-dire je suis Carl, le psychologue X, Y, Z, je suis mes insécurités, je suis mes doutes, et je deviens le sujet qui, il n'y a pas d'espace entre le sujet et moi, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on commence à s'observer, c'est plutôt simple d'observer ses sensations physiques. Ça inclut observer ses émotions. Ça inclut observer ses pensées. Donc, on s'aperçoit qu'un observateur, on s'aperçoit qu'on est observateur de toutes ces choses qui se déroulent, notamment nos pensées. Et c'est là qu'on peut commencer à voir, oui, mais est-ce que c'est vrai? Moi, en tant que plus jeune dans ma famille, j'étais pas mal plus jeune, donc régulièrement, je trouvais que j'étais pensé, parce que je n'avais pas ma voix. Dans la famille, les petits 5, 7 ans plus jeunes que les autres, j'essaie d'exprimer. C'était pas aussi intéressant. Quand tu as 5 ans, puis ton frère et ta soeur ont 10 puis 12 ans, on m'écoutait pas. C'était sans conséquence. Oui. Donc, rapidement, moi, j'ai développé une croyance à mon égard que j'étais pas assez. Mais cette croyance-là m'a suivi toute ma vie. Et elle a conditionné plusieurs comportements. Donc, j'ai eu une vie assez exceptionnelle. J'ai fait beaucoup de choses, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Je faisais beaucoup de choses pour dire, hey, regardez-moi, j'existe. C'est pour prouver que... J'existe. Je sautais en bas des avions, je faisais tous les sports extrêmes, j'étais prof de ci, prof de ça, mais toujours dans un... Pas toujours, inconsciemment, dans un souci d'être une meilleure version de moi, que les gens m'observent, me voient. Être reconnu. Être connu aux yeux des autres. Être reconnu aux yeux des autres. Donc, il y a de la vérité quand on dit que le bonheur est en partie conditionné par le regard des autres, mais ce n'est pas un bonheur durable. Oui. Donc, ce constat-là, c'est ce qui m'a fait voir plus tard que, waouh, c'est comme pas mal important ça. Finalement, on n'est pas victime de la construction qu'on s'est fait de soi. Non. Donc, cette croyance que je ne suis pas assez, quand on se pose la question, est-ce vrai? La réalité, c'est que j'étais assez. J'avais une bonne vie. J'étais quand même bien. J'avais eu des réussites et je ne méritais pas ce langage interne, cette vision interne que je t'ai passée. Et c'est là que je me suis aperçu, mais c'est comme ça, pas mal, partout. Et la plupart des gens ont ces croyances qui s'accumulent avec les années. Souvent la petite enfance, mais ça continue à travers nos expériences professionnelles, les peines d'amour et tout ce qui peut arriver dans une vie. Okay. Et c'est là que j'ai décidé, OK, je dois amener ça ailleurs. C'était mon chemin à moi, c'était mes constats. Mais là, je disais, OK, il y a besoin, on doit amener ça plus loin. Et comme j'étais déjà dans les organisations, je dis, quelle belle place pour commencer à sensibiliser la société que dans les organisations qui souvent entretiennent beaucoup de ces valeurs, de ces valeurs, de ces croyances et de ces réflexes qu'on peut avoir, des opinions qu'on a sur soi, parce que la pression dans les organisations est très grande pour, en quelque part, maintenir cette image qu'on a de soi et l'image qu'on veut, qu'on croit que les autres veulent qu'on occupe là. Alors, j'ai trouvé que c'est important d'amener cette prise de conscience, donc cette pleine conscience, dans les organisations comme une conversation et idéalement comme une transformation de la culture
et de l'ADN même Oui. des organisations. Dis-moi, est-ce que tu as eu une ouverture facile pour ça dans les organisations ou il a fallu un peu faire ta Non. place? J'étais un peu cavalier. J'ai toujours été un peu cavalier. Hein. J'ai toujours fait des choses qui n'étaient pas nécessairement dans la norme. Good. Et souvent, je saute et après, je regarde s'il y a un filet ou non. Alors, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Yes. J'ai sauté, j'ai tout laissé. J'avais une très belle carrière, la grosse cabane dans un beau quartier, les belles voitures. Je voyageais partout. Donc, j'avais la carrière idéale jusqu'à l'âge de 45 ans, comme il faut. Mais c'était pas satisfaisant. Et c'était pas tellement que c'était pas satisfaisant. C'était très bien, c'était magnifique, c'est une belle carrière. Mais je voyais la prochaine étape. Je voyais qu'est-ce qu'on pouvait amener des organisations. Alors moi, c'était une évidence. Quand j'ai vu ça, pour moi, je disais, voyons non. Oui. Tout le monde va vouloir, Oui. en quelque part, aller dans ce sens-là. Qui ne veut pas mieux se connaître? Ouais. Qui ne veut pas s'éveiller sur le potentiel humain et voir finalement les croyances limitantes qu'on peut avoir à son égard et être une meilleure version de soi. Donc, j'ai littéralement tout laissé. Et je me suis réinventé dans ça. Donc, je suis devenu un prof de pleine conscience auprès du grand public dans un premier temps. Et après, j'ai tenté d'amener ça dans les organisations. Donc, je me suis lié avec un partenaire d'affaires qui était déjà dans le domaine, qui était un psychologue clinicien. Et j'ai donc j'ai pris part de son organisation. Je suis devenu actionnaire dans son organisation. Et moi, j'ai développé le côté organisationnel. Okay. Donc, lui était davantage auprès des gens, donc vers des cliniques de psychologie, etc. Okay. Moi, j'ai commencé à me perfectionner comme clinicien, parce qu'avant, j'étais psychologue du travail, pour justement mieux comprendre l'impact que tout ça avait sur l'humain, sur une base plus individuelle. Mais j'ai développé le volet en organisation. On a déjà une belle réputation comme clinique, alors ça m'a facilité le passage des organisations. Mais il y a 7-8 ans de ça, les organisations n'étaient pas très réceptives. Non, je suis certaine, parce que même maintenant, il y a tellement d'ouverture et je suis sûre encore que beaucoup de compagnies doivent regarder, lever les yeux aussi. Les deux. Donc les deux. Moi, les deux. Et depuis quelques années, il y a une très grande... on commence à voir la différence. Donc, heureusement, il y a beaucoup d'individus qui sont là. Et les individus sont dans les organisations. Oui. Et ils veulent se nourrir de cette façon de voir l'humain et du potentiel de développer l'humain à même les murs d'une organisation. Donc, je travaille avec des dirigeants de très grandes entreprises. Mes clients, c'est surtout la grande entreprise, où on commence à avoir une grande ouverture sur ce que moi j'appelle être. C'est-à-dire, historiquement, j'ai formé beaucoup de monde sur le savoir, le savoir-faire. Donc, voici comment tu dois être comme humain. Okay. On dictait, et encore aujourd'hui. Oui. On a des comportements. Qu'on apprend à voici l'école. Les valeurs de l'organisation. Voici les comportements qu'on s'attend que tu aies. Donc, on est à prescrire à l'humain quelle sorte d'humain devrait être dans l'organisation. Okay. Et il y a une valeur pour ça. Ça donne un cadre, mais c'est pas là qu'on libère l'humain. On libère l'humain quand on l'accompagne dans son processus de se retrouver lui-même. Donc, que lui-même ait les outils, parce que ça demande des outils, ça demande de la pratique. Puis, en quelque part, il faut que l'organisation donne aussi la permission d'avoir un retour sur soi, de déposer son esprit pour ne pas être pris dans ce piège du regard des autres. Et la technologie qui nous garde en mouvement sans cesse, on n'a pas le temps de se poser des questions sur soi, pour commencer à voir, OK, qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? Est-ce qu'elles sont alignées avec ce que je fais? Et qu'est-ce qui m'empêche de pleinement les vivre? Parce qu'il y a toujours les deux côtés. C'est une chose de se projeter dans la direction de la personne vers laquelle on a le goût d'évoluer. Mais typiquement, il y a un paquet de réflexes, de comportements, de croyances limitantes qui nous en empêchent parce que ça protège l'ego qui a toujours été connu. Voilà, ça protège l'ego. Alors, il faut vraiment regarder les deux côtés de l'équation. Il faut regarder à la fois la personne qu'on veut devenir, pas celle que la société nous demande de devenir. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas y aller? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'y aller? Qu'est-ce qui fait... Des fois, c'est la peur, des fois, c'est tout simplement des fausses croyances. Exemple, je dois être parfaite. Si je ne suis pas parfaite, je ne serai pas reconnue. Alors que des fois, la perfection, c'est... Il y a le côté économique aussi. Il y a le côté économique. Parce que tu prends un risque si tu quittes un travail que tu n'aimes pas. C'est un bon point.
C'est un très, pour très bon aller point. vers quelque chose Oui, ta qui passion. semble te passionner, mais tu ne sais pas du tout C'est un où très ça bon va point. t'amener. Ouais. Un très bon point. Il faut faire C'est- confiance. Oui, c'est trouver l'équilibre, parce qu'en réalité, il ne faut pas être toujours cavalier non Ouais. plus, ça, il y a Ouais. des risques. Alors voilà, c'est là ce que je vois, pour répondre à ta question, c'est qu'il y a aujourd'hui une ouverture dans plusieurs entreprises, pas tous, mais c'est ascendant. C'est Ok. ascendant, Ouais. maintenant, déplacement, où c'est complémentaire, en plus de proposer des comportements qui sont souhaitables, on accompagne l'individu à trouver les comportements qui Ah, je collent les accompagne. à ses valeurs, qui collent à ce qui est important pour eux. Et là, on libère vraiment le potentiel humain. Et dans une période dans laquelle il y a des pénuries de ressources, on ne peut plus se permettre, à mon avis, de ne pas offrir un terroir, Oui. un endroit où les gens ne peuvent pas s'épanouir. Alors, voilà ma passion aujourd'hui, c'est d'aider aux entreprises, aux individus dans les entreprises à mieux se retrouver, à mieux connecter à eux et à trouver ce qui les mobilise, ce qui les motive et ce qui donne un sens à leur vie. À ce moment-là, les gens sont plus engagés, tout le monde est gagnant. Alors, tu me dirais, juste pour qu'on pratiquement, combien d'heures tu passes, par exemple, dans ces compagnies? Tu passes plusieurs heures par jour avec les employés, avec les chefs, avec... Comment ça se passe? Compte tenu que c'est relativement nouveau comme chaîne de pensée, formation, c'est beaucoup des formations initialement. Okay. C'est des coachings individuels. Et là, progressivement, dernièrement, on est davantage à commencer à regarder comment fonctionne l'organisation. Parce que l'organisation, dans ses façons de travailler, ses rituels, ses systèmes, ses habitudes, est-ce qu'elles sont au service d'une plus grande présence? Est-ce qu'elles sont au service d'aider l'individu à finalement vivre son potentiel? Ou est-ce qu'on gère une ressource humaine comme on gère une ressource opérationnelle, financière et autres? Oui. Donc, ça commence à amener des changements Okay. dans la façon dont l'organisation est gérée. Et là, on intervient plus comme consultant pour aider à trouver ces nouveaux modes de fonctionnement. Mais à la base, c'est qu'on aide l'individu à trouver. Mais tu passes beaucoup de temps, juste un exemple, par exemple avec une compagnie qui te, Oui. tu travailles pas plein temps avec eux, tu vas Non. passer quoi, Ça dépend beaucoup. Dans Ça certains dépend. cas, ça peut être plusieurs jours dans une semaine parce Okay. qu'on est dans une période où Okay. on utilise les équipes. Okay. Souvent, c'est des formations hebdomadaires dans le temps. Ok. Et donc, ça va varier beaucoup. Moi, je dirais qu'on est dans une période plus de sensibilisation. Ok. Et dans une période où on commence à former les équipes dans cette direction-là. Donc, je dirais que c'est ascendant. C'est une nouvelle Oui. approche. Est-ce que tu m'avais dit, quand on s'est parlé, que notre cerveau n'est plus apte Oui. de nos jours Oui. à faire le travail, à lui tout ce qu'on lui donne. Si tu pouvais nous expliquer ça. Oui. Alors, rapidement, parce que c'est un sujet d'une demi-heure comme il faut, ou plus, essentiellement, notre cerveau était conçu dans un monde où il y avait beaucoup moins de stimuli qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, avec l'ensemble des informations qu'on reçoit, avec toutes les attentes de la société qu'on s'impose, parce qu'on suit les médias, on suit tous les réseaux sociaux, etc. Donc, on est de plus en plus en mode menace. On se sent menacé par tout le potentiel qui nous attend, par toutes les attentes de la société, etc. Et ce cerveau-là est un cerveau qui est moins performant. C'est un cerveau qui nous ramène à des instincts de survie. Ce qu'on va appeler, il a tendance à plus être en mode défensif ou en mode agressif pour survivre. Alors, on n'accède pas au cerveau qui est plus évolué, qui est finalement le cortex préfrontal, la fonction exécutive. Ces sections du cerveau-là sont carrément handicapées lorsqu'on se sent surchargé, lorsqu'on se sent menacé par l'environnement dans lequel on est. Et donc, on est en train actuellement, je crois, de niveler plus vers le bas que vers le haut. Donc, si on ne fait pas attention et on n'entraîne pas son cerveau, chose qu'on enseigne aux gens, si on ne l'entraîne pas, mais à ce moment-là, le potentiel, c'est qu'on se nivelle vers le bas devant la menace d'un monde qui est très complexe, très ambigu, qui est inquiétant. D'où toutes ces burn-out and breakdown. Breakdown, désengagement, anxiété à la hausse. Alors, pour survivre peut-être gros, mais pour outrepasser la crise actuelle, parce que les gens sont de plus en plus anxieux, stressés, désengagés,
on doit apprendre à entraîner le cerveau et la pratique de la pleine conscience. Oui, d'où la Et méditation. La tout ça. méditation et d'autres pratiques qui viennent avec la pleine conscience nous prédisposent. Ok. Alors, est-ce que, pour terminer, est-ce que toi, en tant que psychologue, tu es optimiste par rapport à notre société vers laquelle elle s'en va, ou tu es... Je suis mitigé. Je Ok. vois les deux. Ouais, Donc, ok. je suis à la fois optimiste parce que je vois un nombre grandissant de gens Ouais, ok. qui décident d'entraîner leur cerveau, parce que c'est de l'entraînement du cerveau, comme on entraîne notre corps depuis plusieurs décennies. Ok. Ouais. Alors, il y a eu la phase où on s'occupait de notre corps, génial, on doit continuer. Et là, il y en a plusieurs qui commencent à voir l'importance d'entraîner C'est son vrai. cerveau. Tout à fait. Et en même temps, compte tenu de tout ce que je viens de dire, il y en a d'autres qui sont malheureusement pris dans l'engrenage Oui. du mouvement de la société et donc se contractent de plus en plus Oui. et se mettent en mode protection Mhm. et malheureusement régressent dans le façon de Régressent, faire. Donc ouais. on a les deux actuellement. Il y a une hausse de conscience qui est exponentielle et il y a en même temps Ceux qui ne bougent énormément pas, de gens. Ils bougent, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes Et raisons. pas dans la bonne Ils direction. vont se réfugier Ils d'une vont autre se réfugier dans du Netflix, dans Ouais. toutes sortes de façons Ouais. d'enlever la douleur. Donc, on est D'oublier. dans le court terme plutôt que dans la construction Ah oui. d'un être Ouais. qui est plus connecté à son essence. Alors, tout ça c'est très intéressant, tout ce que tu nous as dit sur notre cerveau, sur le comportement humain et où notre société s'en va, peut-être. On va être optimiste de toute On façon. a le choix, tout le monde a le choix. Alors, quel est le message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? Mais peut-être ce qu'on vient de dire finalement, c'est qu'on a le potentiel, on a tous le potentiel d'être une version améliorée de soi. Et ce mouvement-là se fait en bonne partie par la pratique. Parce que si on laisse le cerveau lui-même, il devient très occupé et il tombe dans toutes ses préoccupations et on devient nos pensées. Alors, par le biais des entraînements de la pleine conscience, chose qu'on ne parlera pas aujourd'hui, c'est un thème en soi, mais ça inclut la méditation, ça inclut surtout d'être dans le moment présent et d'observer ses pensées lorsqu'elles vont vers le futur, vers le passé, vers nos préoccupations. Donc, cette capacité d'exercer un regard sur ça nous donne la capacité d'ouvrir plusieurs autres choix, d'autres options qui mènent au mieux-être. Donc, on le sait qu'un esprit qui vagabonde moins est un esprit qui est plus heureux. Et l'inverse est tout aussi vrai. Alors, l'invitation à tout le monde, c'est d'au moins vous ouvrir, explorer ce domaine qui est l'entraînement du cerveau, entre autres par le biais de la pleine conscience. Alors voilà, c'était notre interview aujourd'hui avec Carl. Si vous avez aimé, mettez-nous un like. N'oubliez pas de souscrire, appuyez sur subscribe. Et si certains de vous ont des vies à partager ou sont intéressés pour any question, anything, nous sommes là. Ciao.